Alors on va maintenant passer à la présentation suivante avec Zakaria Tienne Touré, qui est président de l'Institut supérieur de sécurité humaine et ancien ministre en charge de l'alphabétisation au Burkina Faso. Je vais commenter sur l'écran. Je vais pas que je vous retourne. Merci, c'est à vous. Bonjour tout le monde. Vous me permettrez d'adresser mes premiers mots à l'équipe d'organisation pour cet événement. Bravo pour ce que vous faites. Et je crois que dans ce que je vais développer tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je crois que votre initiative est à soutenir. Donc félicitations et merci de m'associer à cela. J'ai eu de très belles interventions avec des spécialistes très pointus, des chiffres et tout ça. Avec moi, ça va être un peu différent. on va essayer de philosopher un tout petit peu, même si on croit que parfois ça ne sert à rien. Mais je ne sais pas ce que vous croyez, vous, mais si les yeux voient ce que nos esprits conçoivent, et qu'en fait on voit avec son esprit plutôt qu'avec ses yeux, vous comprendrez qu'il est important à un moment de bousculer un peu nos façons de penser, parce que tout partirait en fait de là. Au niveau de l'institut que j'ai cofondé il y a une dizaine d'années, nous avons cette conviction que nous pouvons apporter une contribution à la fois par la formation, à la fois par l'analyse, mais également dans les rencontres, dans les dialogues qui peuvent se faire. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Penser le développement en lien avec le vivant, quels apports des philosophies africaines ?» et vous comprendrez pourquoi. Vous avez rappelé très justement la situation en Afrique, avec depuis ce matin vraiment des chiffres, des illustrations. Et oui, vous avez raison de dire que il y a cette année une forte vague de chaleur. C'est vrai que j'arrive pas directement du Burkina Faso, mais il y a encore quelques semaines j'y étais et il faisait très chaud. Il y avait beaucoup de morts. Mais vraiment, maintenant, ça n'est pas comptabilisé, donc parfois ça peut passer inaperçu, mais oui, cette année, je crois que chacun s'est posé la question. J'ai entendu plusieurs témoignages nous disant, là, on ne l'a jamais connu, là. Je dis, bon, bah, donc quelque chose se passe. Les pluies ont commencé beaucoup plus tôt. On ne sait pas pourquoi, mais il a commencé déjà à pleuvoir. Et certains paysans sont en train de semer. Est-ce qu'on vivra la même chose que les années précédentes avec une interruption des pluies et à nouveau une période de semences? On ne sait pas. On a, vous l'avez dit, des rendements agricoles qui sont de plus en plus faibles, une insécurité alimentaire qui a accru. Et vous me permettrez ce jeu de mots, on a la vie du vivant qui est menacée. La vie du vivant. Et c'est ce qui fait dire à un penseur comme Bembe que nous avons besoin en fait de ne plus nous mettre chacun de part et d'autre du problème, mais tous du même côté, pour regarder le problème ensemble et voir comment il est possible de l'adresser. Donc, pas de solution simplement africaine ou de solution européenne, mais des solutions portées par les citoyens, portées par les vivants, pour soigner le vivant. On aurait pu penser que, devant cette réalité, on serait tous d'accord. On penserait la même chose, on aurait la même perception de cette réalité. Eh bien non. Ce que l'on constate, notamment sur certains territoires, notamment en Afrique de l'Ouest, c'est que malgré ce qui semble évident, je crois pour la plupart d'entre nous réunis ici, mais il y a encore des perceptions plutôt étonnantes.
Et là, j'ai choisi de vous présenter trois grandes perceptions qui émergent. Il y a celle, je crois, qui pourrait être celle de beaucoup d'entre nous, ce pragmatisme adaptatif. On comprend qu'il y a une situation qui est difficile et on essaye de s'adapter. On regarde de ce que l'on peut faire. Qu'est-ce qu'on doit faire différemment? On va parler de transition. On va tout faire pour s'informer, comprendre et voir comment on agit. Mais on vit avec sa réalité. Mais à côté de cette perception, nous avons une autre qui se demande si tout ça en fait existe. C'est ce que nous avons appelé le scepticisme nihiliste. C'est OK. Est-ce que tout ça finalement, ça n'est pas un nuage de fumée, encore une fois? C'est pour nous empêcher de nous développer. Donc le CAD, c'est le complot anti-développement. J'ai entendu des personnes le dire très clairement. Le changement climatique, c'est du pipeau. En fait, c'est fait pour que nous n'ayons pas accès au développement. Donc il y a un refus, un déni de cette situation plutôt difficile. Une troisième perception que l'on rencontre sur nos territoires, c'est ce que nous avons appelé le fatalisme rédhibitoire. En fait, ces personnes nous disent, ça sert à rien ce que vous êtes en train de faire. Dieu est en train de prendre sa revanche sur vos attitudes qui sont totalement, en fait, destructrices et anormales. Donc, vous n'avez rien à faire. Dieu remettra tout dans le bon ordre. C'est une façon, en fait, de dire tout simplement que, oui, c'est normal qu'aujourd'hui, il pleuve plus qu'on en a besoin. C'est normal qu'ils ne comprennent pas ou ils n'acceptent pas l'idée que l'homme, par son action, pourrait être à la base de ce que l'on vit. Mais c'est plutôt une affaire divine. Tout ceci nous amène en fait sur le territoire à être dans des réponses qui questionnent parce que, ok, on fait quoi face au changement climatique, face à ce qu'on constate qui est inhabituel? On peut ne pas l'appeler changement climatique, mais c'est inhabituel ce que l'on constate. Qu'est-ce que nous faisons? Vous avez des réponses parfois totalement différentes. Il y en a qui considèrent que il faut peut-être renoncer au développement et organiser nos vies autrement. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce que le développement finalement? À l'aune de ce constat, à l'aune de ce changement climatique, c'est quoi le développement pour les Africains? Parce que pendant longtemps, le développement pour les Africains, c'était ressembler à l'Occident et aux Occidentaux. Et encore aujourd'hui. Donc du coup, si les Occidentaux nous disent attention, non, pas ce chemin-là parce que ça mène vers une impasse, pour les Africains qui suivaient, qui parfois essayaient même de rattraper. Et c'est Felwine Sarr qui nous dit on essaye de rattraper quoi? Est-ce qu'on est véritablement en retard? Mais aujourd'hui, on voit bien que se pose ce débat. On n'a pas de réponse. On ne sait pas comment qualifier le développement. Qu'est-ce qu'il faut présenter comme étant le développement? Mais on est plutôt d'accord qu'il faut, et c'est pour ça qu'on est très regardant sur ce que nous avons appelé ces soubresauts de prise de conscience, qui permettent en fait de lutter contre les épistémicides. C'est quoi les épistémicides? Et notamment les endo-épistémicides. C'est vous décidez sur votre territoire que vos savoirs, en fait, finalement ne sont pas des savoirs. Parce que ne répondent pas aux standards de la science telle qu'elle est présentée, telle qu'elle est promue. Et donc, vous avez tendance vous-même à dévaloriser ce que vous savez faire, ce que vous maîtrisez, et à essayer d'aller chercher des solutions ailleurs et des façons de faire, parfois, que vous ne maîtrisez pas, et parfois auxquelles vous n'avez pas accès.
Et du coup, avec ces courants que l'on voit émerger de promotion des savoirs endogènes, des savoirs locaux, des savoirs territoriaux, et je crois que M. Savadgo, qui va intervenir après moi, va donner quelques exemples, notamment dans le domaine de l'agriculture, où on prend appui donc, sur les savoirs existants pour apporter des réponses. Donc, nous essayons d'encourager ces courants pour sortir de l'endo-épistémicide et de l'auto-épistémicide en revenant sur les questions de rationalité. Finalement, c'est quoi la rationalité? Est-ce qu'elle est singulière? Bon, une des réponses que nous apportons aujourd'hui, c'est que la rationalité elle est plurielle. Et donc, si la rationalité elle est plurielle, ça voudrait dire à un moment que bon, vous pouvez penser que ce que vous faites n'est pas rationnel, mais puisqu'il n'y a pas une rationalité, qu'est-ce qui vous empêcherait de poursuivre? Alors, les politiques publiques, j'ai eu la chance de participer parfois donc, à des décisions de haut niveau, et on constate qu'il y a ce déséquilibre où les politiques sont obligés aussi de vivre avec leur époque, ont un discours de circonstance, ont un discours adapté au moment, mais ils sont très rapidement rattrapés par ce qui leur parle le plus, c'est de dire, de toute façon, nous avons des besoins de millions de populations à satisfaire, on ne va pas s'arrêter de le faire, parce que pour l'instant, tout ce qu'on nous dit, on ne nous donne pas les moyens de faire différemment. Donc on a mais vraiment un décalage entre les discours portés officiellement et les décisions qui sont prises. Il y a quelques années, il y a eu une tentative, par exemple, d'interdiction du sachet plastique au Burkina Faso, avec une tentative de légiférer pour interdire ces sachets. 10 ans plus tard, les sachets sont toujours utilisés et à profusion. C'est juste une illustration. Alors, on pourrait se poser la question de qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye de réparer simplement le modèle sociétal actuel ou on tente d'en construire un autre? Et c'est là où c'est pas simple, parce que les tentatives de réparation sont en œuvre. Nous parlons aujourd'hui de transition. La question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est la durée de cette transition? On se donnerait combien d'années pour rendre cette transition finalement effective? Et ok, une fois qu'on a réglé ce problème de la durée, mais quel est le résultat au bout? À la fin là, de la transition, est-ce qu'on est sorti véritablement du problème? Ok, si on atteint l'objectif de rester à 1,5, est-ce que le problème est pour autant résolu? Je pense que on n'a peut-être pas encore les réponses, mais on n'est pas sûr que pour autant on résoudrait notre problème. Alors construire un autre modèle, c'est comment réparer un camion tout en le conduisant. Je ne sais pas si vous savez faire, mais pour l'instant, on regarde ça avec beaucoup d'inquiétude. Et on voit bien que c'est compliqué, et c'est pas parce que c'est compliqué qu'on ne peut pas oser. Et donc du coup, il y a certains penseurs qui portent cette idée du décentrement de soi. Décentrement de soi, être en capacité de se mettre à la place de l'autre. C'est l'empathie vue comme les philosophes le verraient. Et se mettre à la place de l'autre nous permet aussi de vivre, ressentir ce que l'autre peut ressentir et finalement d'être en mesure de renoncer à une partie de nous pour l'autre. Et ça va rejoindre une des philosophies que j'ai retenues pour la discussion d'aujourd'hui. C'est que dans les croyances africaines, dans les idées fortes qui portent les communautés, il y a cette idée qui est de dire que, en fait, tout est vivant. Le vivant, ça ne l'est pas simplement l'humain. C'est aussi la plante, c'est aussi l'herbe. C'est que quand vous allez enlever une partie en fait du vivant, vous allez vous adresser au vivant, vous allez lui demander sa permission et vous allez presque vous excuser. Vu d'ici, ça peut sembler un peu drôle, on va dire ça comme ça.
Mais c'est une philosophie qui organise toute la vie finalement. De dire que si tout est lié, que notre monde a besoin d'équilibre, peut-être qu'aujourd'hui c'est parce que ces équilibres sont rompus que nous avons aussi ces conséquences. Et donc, si on pouvait partager un peu de cette philosophie qui n'est pas propre à l'Afrique, parce qu'on retrouve ça aussi un tout petit peu chez les Asiatiques, notamment avec cette légende du tapir, la gourmandise du tapir. Je ne sais pas si ça vous parle du tout. Ok, je vous dis ça en 2 mots. C'est une légende indienne où en fait le tapir est foudroyé par les dieux tout simplement parce qu'il en avait pris un peu trop de la forêt, plus que ce dont il avait besoin. Et l'idée, c'est de rappeler aux hommes, en fait, que la forêt, oui, elle existe. On peut utiliser la forêt pour ses besoins, mais ne pas prendre à la forêt plus que ce dont on a besoin et plus que ce que la forêt est capable, en fait, de régénérer. L'autre philosophie, parfois on présente notamment dans la partie australe, en pays bantous, c'est cette question, enfin, c'est cette philosophie appelée Ubuntu, mais qu'on va retrouver avec d'autres expressions mayas, donc en Afrique occidentale, Do chez les Bobos. Donc on va retrouver en fait cette même idée de je est dans le nous. L'individu n'existe que à travers le nous, et que c'est le nous qui va donner à l'individu sa raison d'être et sa force. Et dans les modèles éducatifs, vous avez ce que l'on va appeler la tradition, donc enfin l'initiation africaine, l'initiation traditionnelle, et dans l'initiation, on va fonctionner par classe d'âge. Et la classe d'âge fait que vous êtes tous responsables les uns des autres. Puis au final, quand on y réfléchit, ce besoin d'appartenance, quand on reprend la pyramide des besoins, vous avez le strate, ouais, Maslow, il y a le besoin d'appartenance. Au fond, on voit bien que c'est aussi une sorte de traduction de cette philosophie Ubuntu. On a besoin d'appartenir. Vous voyez, même quand on exalte l'individu, l'individu finalement recherche en fait cette appartenance. Et ça, c'est un socle dans la philosophie qui fait que si on partageait un peu aussi de cette philosophie, peut-être qu'on pourrait voir ce monde différemment et plus en fait du côté simplement de l'Afrique ou de l'Occident. Et on en parlait tout à l'heure avec Richard qui nous a fait le plaisir d'être présent, de dire que oui, on sait bien aujourd'hui que le monde ne peut pas être entièrement occidental. Ce n'est pas possible. Si aujourd'hui l'Afrique devait suivre le modèle occidental, je crois que la planète elle-même ne supporterait pas. Alors, Kizerbo, ça fait 20 ans, un peu plus, qu'il le dit. C'est quand la mondialisation aurait échoué, elle l'a échoué, ou elle est en voie de l'échec, il le disait il y a 20 ans, elle ne produit pas simplement de la pauvreté, mais la paupérisation. Le temps alors sera arrivé pour des actions stratégiques correctes pour l'humanité dans son ensemble. Et c'est là où je voudrais faire quelques suggestions. D'abord, c'est la question des extrêmes. Oui, on a toujours parlé de l'extrême pauvreté, mais pas assez de l'extrême richesse. Comme si en fait l'extrême richesse ne posait aucun problème. Et là, nous pensons que oui, les extrêmes, que ce soit l'extrême pauvreté ou l'extrême richesse, fragilisent la société et le vivant. Et donc, il faut adresser les deux. Ensuite, il faut pas se leurrer. Nous allons être pris par un défi, celui en fait des biais. Pendant que je suis en train de parler, probablement qu'il y a ce biais-là qui est actif, soit le biais de conformité ou le biais de confort, de confirmation. L'un ou l'autre nous semble être en fait des biais qui peuvent nous éloigner des solutions. Parce qu'on voit bien que pas beaucoup, en tout cas, sont prêts à renoncer à une façon de faire, à un mode de vie. Alors qu'aujourd'hui, ce qui
Et question, en fait, c'est est-ce qu'on est capable, ou est-ce qu'on accepterait de renoncer à notre façon donc de vivre, parce que c'est ce modèle, entre autres, qui n'est tout simplement pas soutenable. Et là, le sacrifice qui permet en fait de passer de l'abondance à la sobriété. Vous savez, on se bat tous pour satisfaire nos besoins, c'est d'ailleurs une des bases de l'Institut de sécurité humaine. Et puis finalement, à un moment, on s'est dit, mais ok, les besoins ont été satisfaits. C'est quoi l'étape d'après? Je ne sais pas si on fera comme les Indiens. Vous connaissez aussi cette philosophie du dépouillement à la fin. C'est-à-dire, ils passent leur vie à accumuler. Et ensuite, ils doivent tout redonner. Tout redonner avant la fin de vie. Donc, ils se préparent à repartir comme ils sont venus. Nus, sans rien, presque dépouillés. Là, se pose aussi la question de la finalité de l'existence. Je ne sais pas vous, comment vous le vivez depuis finalement hier et particulièrement ce matin avec toutes les interventions qui ont été, que nous avons pu suivre. C'est jusqu'où l'humain est capable de comprendre que quand on parle du vivant, certes, il fait partie du vivant, mais qu'il n'y a pas que l'humain. Et que finalement, la mort, oui, fait que la vie existe. La mort a besoin de la vie a besoin de la mort, et que le chaos peut être aussi le début d'une nouvelle vie. Sauf que, une fois qu'on vous a dit ça, ben, vous êtes abattu, quoi. Ça peut marcher aujourd'hui, mais pas tous les jours. Et donc, nous, on veut garder, en fait, cet optimisme en disant, on est encore capable de faire par nous-mêmes un certain nombre de choses. Et si on fait ce décentrement sur soi que Cyrulnik nous propose, ben, eh bien, on pourra naviguer dans cet océan d'incertitude avec quelques archipels de certitude, comme le dit Edgar Morin. Je vous remercie. Merci infiniment pour cette plongée au cœur des pensées philosophiques qui nous faut tous réfléchir, et on a reçu beaucoup de questions. Alors une première question sur ce passage de l'abondance à la sobriété. Dans ce contexte, est-ce que la connaissance de systèmes autochtones qui ne reposeraient pas sur ce principe, sur ce système, ne pourrait pas préserver les pays africains de sombrer dans le fatalisme que l'on observe dans les pays du Nord? Oui, peut-être bien. Mais la question, c'est est-ce que les Africains en ont envie? C'est-à-dire que c'est le luxe des personnes comme nous de le dire et de proposer en fait qu'on renonce à l'abondance pour la sobriété. Mais pour l'Africain qui est sous son arbre à longueur de journée et qui espère en fait lui aussi un jour accéder à autre chose, ben, il n'a pas envie de cela. Et c'est pour ça que nous pensons qu'en fait, à un moment, il est important en fait de casser les barrières qui existent entre des personnes comme nous, qui ont accès à l'information, qui essayons de la penser, qui essayons de l'organiser, et des populations à qui, depuis des années, il y a un rêve qui est vendu et ils courent derrière ce rêve. Donc, je ne sais même pas, en fait, je le propose un peu pour aller titiller, mais je ne suis pas sûr que les populations locales adhéreraient, tout simplement. Mais sinon, oui, on peut imaginer que si c'était quelque chose qui était accepté, que ça puisse permettre de protéger un modèle que nous avons, nous aussi, abandonné. Ça n'est pas que la colonisation. C'est que après, voilà pourquoi je vous parle aussi d'auto-épistémicide. Après la colonisation, ben, il y avait la possibilité de se reconnecter, il y avait la possibilité de repenser autrement.
Mais on voit bien que nous n'avons pas su cerner ces occasions. Et c'est peut-être maintenant que c'est en train de se faire. On dira 60 ans plus tard. Alors justement, est-ce que vous pensez que les religions animistes peuvent être une force en Afrique pour imaginer un modèle de développement réellement durable? Et si oui, comment est-ce que ça pourrait être mis en place? Oui, alors, religion animiste, je ne sais pas si c'est la bonne appellation. En fait, parce que ils vivent avec l'environnement et ils considèrent que la nature est patronne et que la nature paie toujours ses dettes. Alors, donc, ils ont appris à vivre avec la nature et à être à l'écoute de la nature. Et aujourd'hui, c'est un modèle qui est aussi mis en danger parce que on le dit, mais vous retrouverez difficilement des zones comme ça à l'abri de toute influence et qui seraient une sorte d'îlot imprenable où la vie continue de se poursuivre normalement avec une certaine philosophie. Non, ce que je vous ai présenté reste en fait des éléments sous influence qui sont fragilisés et qu'on ne retrouve pas à l'état brut. Donc, ok. Imaginons qu'on ait encore ces philosophies qui soient fortement portées. Est-ce que ça peut permettre en fait de se protéger contre éventuellement le réchauffement climatique? Oui, je pense. Je pense, et il n'y a qu'à voir un peu comment on fonctionne. Mais ça aussi, c'est que l'abondance, justement, n'est pas la chose recherchée. On cherche simplement à répondre à un besoin. On n'est pas dans l'accumulation. Et donc, si on n'est pas dans l'accumulation, on regarde ce dont on a besoin aujourd'hui, on le produit, on l'utilise, et puis, à chaque jour suffit sa peine. Bien sûr. Alors, sur le scepticisme nihiliste, oui. Est-ce que, dans quelle mesure l'alphabétisation, l'éducation pourrait permettre de le limiter? Alors, vous savez, je me suis battu pendant des années pour promouvoir l'alphabétisation, parce que j'y crois. Maintenant, l'alphabétisation, c'est donner les moyens aux populations d'accéder aux connaissances du monde. Mais d'accéder aussi à leurs propres connaissances. Alors que pour l'instant, ils ont accès aux connaissances produites par les autres, mais pas assez à leurs propres connaissances. Et du coup, finalement, vous alphabétisez et vous éloignez, y compris des territoires, les personnes que vous alphabétisez. J'ai fini par dire que l'école était une des sources les plus fortes d'exode rural. Une des raisons, on me dit, ah oui, pourquoi? Regardez ce que nous apprenons à l'école, regardons les programmes. Donc nous n'avons pas su aussi réadapter les programmes. Après la colonisation, les choses se sont poursuivies comme telles. Et donc du coup, oui pour l'alphabétisation, si en fait les programmes sont différents, et si en fait on apprend aussi aux populations à se reconnecter à elles-mêmes, à se reconnecter à leur territoire, à réapprendre à aimer, à considérer leur territoire. Parce que finalement, c'est sur cette base qu'ils pourront avoir, mais vraiment les pieds bien ancrés, donc un peu les racines, et puis les feuilles dans le monde, à profiter en fait aussi des airs qui soufflent, parce qu'après tout, faut pas croire que le progrès technologique n'a pas quelque chose de jouissif. Donc c'est très très important, utile, mais en même temps on voit aussi ce qu'on a dû sacrifier entre guillemets pour ça. Donc il ne s'agit pas simplement d'alphabétiser et d'élever donc le taux d'alphabétisation, mais aussi de regarder quels sont les contenus. Qu'est-ce que nous proposons en termes de curriculum de formation pour que finalement, oui, cette reconnexion au territoire, cette reconnexion aux philosophies puisse avoir finalement un impact, parce que j'imagine un jour une rencontre comme celle qu'on a aujourd'hui avec des populations locales africaines qui pourraient en fait être en dialogue avec nous. Et pouvoir être en dialogue avec nous, comment ça se ferait, et comment on va se retrouver, nous, en danger,
parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas les codes, et comment eux aussi peuvent se retrouver en danger parce que parfois ils n'ont pas accès à ce que nous sommes en train donc de discuter. Et c'est là aussi l'idée du décentrement sur soi. Merci, merci infiniment. Le vivant pour le vivant. Merci. Ça m'a fait plaisir. Merci.